Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e rendez-vous NUMIC. Aujourd'hui, nous accueillons Cédric Tanguy, qui est un artiste plasticien et performeur et réalisateur. Et donc, voilà, c'est la première fois que nous accueillons un artiste. C'est une manière pour nous d'élargir notre horizon. Et donc, je vais laisser Cédric se présenter. Bonjour Cédric. Bonjour. Oups. On pourrait croire comme ça que j'arrive des tréfonds de la terre armoricaine, sortie d'une parturiente cachée comme ça sous les fondations de votre université. Mais oui, je suis sorti des terres bretonnes et j'ai toujours pour habitude de dire nul n'est prophète en son pays, je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, je serai un peu prophète en mon pays, car oui. J'ai vu impassible Van et sa femme me regardant grandir adolescent. Car oui, j'ai ouvert mon cœur au Corrigan, car oui, j'ai ouvert mon âme au cormoran, car oui, j'ai franchi d'un pas ferme les tourbières qui menaient au sentier s'élevant sur le Ménez Home, car oui, j'ai caressé l'Ulex minor, car oui, j'ai humé l'ajon et je me suis confié au tourment du jeune romantique breton. Et voilà, j'ai grandi en Bretagne. Enfin, tout ça pour vous dire que c'était une façon pour moi de ne pas me présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Cédric Tanguy, je suis né à Vannes, j'ai grandi à Vannes. » Ça aurait été un peu plus chiant comme entrée en matière, mais c'est ça aussi, être artiste, c'est savoir apparaître comme il faut, même si je me suis endormi presque et j'avais la tête qui tournait en me levant. Enfin bref. Et savoir soigner ses entrées. Voilà. Et donc, voilà, j'ai grandi à Vannes, comme je le disais. J'ai passé un bac littéraire à Vannes et j'ai commencé mes 2 premières années de Beaux-Arts à Lorient. C'était peut-être ta première question. Exactement. Tu peux me la poser, je vais y répondre un peu mieux. Du coup, les 2 premières années aux Beaux-Arts de Lorient. Ensuite, tu as fait les Beaux-Arts de Nantes. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus Voilà. Alors, moi, j'ai commencé aux Beaux-Arts de Lorient parce que très jeune, est-ce qu'il faut que je parle de la genèse ou maintenant ou après? Oui. J'anticipe peut-être tes questions, je ne sais pas, je suis désolé. Moi, le désir d'être artiste, il n'est pas né à l'adolescence, il est ancré au plus profond de moi. Mes premiers souvenirs les plus lointains sont liés à ce désir-là, hormis ce que je disais, une noyade ratée. Mes autres souvenirs, c'est dans les années, je ne vais pas dire lesquelles parce que ça donnerait mon âge et je déteste donner mon âge, mais il y avait encore la télé en noir et blanc chez mes parents, c'est pour vous dire. Et je me souviens avoir vu une émission de variété avec un chanteur qui descendait triomphalement des marches comme ça, entouré de femmes en plumes d'autruche autour de lui, plantées dans le cul comme ça. Et puis il chantait femme, 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 nanani, nanana. Bon, c'était Serge Lama. Je suis pas fan de Serge Lama, mais quand j'ai vu cette vision de l'artiste triomphal entouré d'une basse-cour comme ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Quand je serai grand, alors quand on me posait la question, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Je répondais, je serai Serge Lama quand je serai grand. Mais je ne savais pas, je n'avais pas la notion de l'artiste chanteur. Pour moi, l'artiste, c'était un tout, c'était une apparence. Et cette apparence, je l'ai vue, je l'ai découverte ensuite dans les seules reproductions d'œuvres d'art qu'il y avait à l'époque chez mes parents, dans le Larousse. Quand je feuilletais le Larousse, je découvrais l'apparence du Roi Soleil. Je découvrais l'apparence de Louis XV. J'étais fasciné par ces personnages en costume. Et c'est l'attirance du costume qui m'a mené d'abord vers l'art, quoi, en fait. Et quand j'ouvrais ces doubles pages, la page R du romantisme, la double page B, le baroque, c'est comme ça que j'ai découvert l'art, quoi. Donc être artiste, c'est quelque chose qui t'est venu dès l'enfance, en fait. Voilà, c'est vraiment... quand j'étais dans la cour de récréation, j'étais artiste en maternelle. Déjà, je me prenais pour Louis XIV, en fait. J'avais un manteau marron en panne de velours, comme ça, et j'avais mon valet qui devait
tenir ma traîne derrière moi, jusqu'au jour où le monde adulte a intervenu, parce que je m'étais fait un Versailles dans le bac à sable, et du coup, un nouveau qui ne me connaissait pas, qui n'était pas au courant de cet auto-pouvoir que je m'attribuais, m'a piétiné mon bac à sable, et il a souffert avec des méchants poèmes que j'écrivais sur lui en primaire. Et du coup, un jour, j'ai été privé de récréation, je ne savais pas pourquoi, et je vois la porte du fou qui s'ouvre, et c'était la femme du jeune bouc émissaire qui arrivait. Je me suis fait tirer les oreilles, et à partir de ce moment-là, je me suis renfermé dans mon monde. Le monde que j'extériorisais à l'époque, dans cette apparence de royauté, s'est renfermé. Et je suis au faste du roi se sont substitués le ridicule du bouffon, la petitesse du bouc émissaire. Et je suis devenu bouc émissaire une bonne partie des primaires, et surtout le collège où j'ai souffert le martyre. Mais le seul moment où je pouvais vraiment souffler, et le seul moment où on me respectait, c'était pendant les heures d'art plastique. Et c'était à ce moment-là que j'ai découvert qu'il fallait que je retrouve ce pouvoir d'antan. Mais la seule clé qui pouvait m'offrir ce pouvoir à nouveau, c'était l'art. C'était cette porte, cette boîte magique, c'était l'art. Et dès le collège, je voulais rentrer aux Beaux-Arts. Et à l'époque, c'était possible encore. Juste l'année charnière où tout a changé, les lois ont changé. Après, et on ne pouvait plus rentrer aux Beaux-Arts après la troisième, mais après le bac. Donc, j'ai dû me fader plusieurs années de lycée, dans un lycée à Vannes où il n'y avait même pas d'option art plastique. J'étais en langue. Et je me fadais des cours de langue, donc je remplissais mes cahiers avec des poèmes sur les landes bretonnes, sur les tourbières. Voilà. Et puis je suis rentré aux Beaux-Arts, 2 premières années à Lorient. Le problème, c'est que j'ai très vite arrêté de peindre aux Beaux-Arts, en fait, parce que j'avais un savoir-faire avant, qui était la peinture. Je passais mes vacances à peindre, et j'allais le samedi matin vendre mes peintures sur le marché. Et en rentrant aux Beaux-Arts, je me suis arrêté de peindre. J'ai arrêté de peindre. On avait un sujet qui s'appelait le talus en peinture, en première année. Et je m'appliquais trop, j'avais ce savoir-faire naturel, et le prof est arrivé, arrête, il a pris le pinceau, il a tout barbouillé, arrête de prendre tant de temps à faire les choses bien, et puis j'ai lâché les pinceaux à ce moment-là. J'ai dit, bon, c'est comme ça, je ne répondrai pas au sujet en faisant de la peinture, je répondrai au sujet en faisant un film qui s'appelle Le Talus, qu'au final j'ai tourné pendant 1 an, et j'ai fait le montage l'année suivante, en 2e année. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de bande montage, c'était caméscope, magnétoscope, c'était fait à l'arrache, sans aucun moyen. Bon, souvent quand on est étudiant, mais on n'avait pas cette chance que vous avez aujourd'hui du numérique. Et du coup, j'ai fait ce premier film en costume, où je traverse les siècles comme ça, qui s'appelle Le Talus. Et j'avais présenté ce film à l'auditorium de Lorient, avec une arrivée de stars, en descendant d'un taxi, avec mes faux gardes du corps, mes faux paparazzi, mes faux fans. J'avais eu un article dans la presse, j'étais en 2e année, le directeur, mais pourquoi tu nous as pas dit tout ça avant? On t'aurait aidé encore plus, on t'aurait donné les moyens pour faire... Et voilà, mon envie de cinéma était déjà là, ancrée en moi. Elle était même ancrée depuis bien longtemps. Quand j'ai découvert Amadeus de Milos Forman au cinéma à 10 ans, dans ces âges-là, c'est là aussi où je voulais aller. Quand j'ai découvert Mission de Roland Joffé, Palme d'Or en 86, alors j'étais collégien, c'est là où je veux aller, c'est ça que je veux faire. Je veux que l'art soit ma machine à remonter dans le temps, en fait. Et donc, je suis allé à Nantes parce que Lorient n'était pas du tout équipé en vidéo à l'époque. Et Nantes avait la réputation d'être, dans les écoles d'art en France, l'une des mieux équipées. Et je suis arrivé à Nantes dans cette optique de plus m'exprimer à travers la vidéo, mais continuer les performances, les installations, la photo, même si à l'époque je ne manipulais pas du tout Photoshop. J'ai commencé la photo
avant même les Beaux-Arts. J'ai commencé à me prendre en photo en romantico. J'étais romantico d'Arco. J'allais au bord des falaises, les cheveux au vent. Oui, j'en avais à l'époque. Enfin, je me rasais pas le crâne. Et je me prenais pour Baudelaire, Lamartine, Chateaubriand, etc. Et je me mettais en scène dans ce type de personnage. Je me costumais avec les moyens du bord, en découpant dans les rideaux de grand-mère pour faire de la dentelle, de jabot. Et dans le jardin, je tendais une tenture parce que je ne savais pas maîtriser les éclairages à l'intérieur. Et je faisais des portraits comme si c'était pris dans un studio, comme au 19e siècle. Et je faisais des portraits comme ça, inspirés de la guerre. Enfin, tous ces précurseurs de la photographie. Et c'est quand j'ai montré ça au concours d'entrée aux Beaux-Arts que les profs ont vu qu'il y avait du potentiel dans ces autoportraits. Et tout de suite, aux Beaux-Arts, je me suis j'ai choisi ce thème-là. C'était le thème le plus accessible, j'étais le modèle le plus accessible, j'emmerdais personne et du coup j'ai commencé avec ça non pas par narcissisme, mais pour continuer à apprendre à me connaître et pour surtout me venger de tout le mal qu'on m'avait fait au collège, parce que je me disais le jour où je me vengerai de tout ce mal, c'est le jour où je retrouverai mon pouvoir, ma stature de roi. Et du coup je me suis mis dans des autoportraits de rois, d'empereurs, de dieux même, de pharaons, etc., etc. J'ai proposé en première année une relecture de l'histoire de l'art à travers ces autoportraits. Et je m'étais bâti une espèce de cathédrale en carton dans laquelle on rentrait pour découvrir cette galerie. C'est très mégalo, hein, mais la mégalomanie, le narcissisme était très présent parce que j'aimais toujours provoquer. Je faisais des shows de stars sur scène avec les danseuses, les faux fans, avec les posters qui lançaient des nounours et des bouquets de fleurs, avec des chorégraphies où je changeais de costume à chaque chanson. Et à la fin, il fallait que ça parte en couille, quoi. En fait, il y avait un terroriste qui montait, très précurseur, qui montait et puis qui m'attachait, qui me bâillonnait, qui me rasait le crâne et en disant, en scandant un discours contre moi. Alors le concert il commençait Cédric, Cédric, et puis finissait mort Cédric Tanguy, mort Cédric Tanguy, mort Cédric Tanguy. Et le public reprenait en chœur, mes danseuses me lynchaient. Donc il y a un narcissisme, mais il faut toujours que je paye les contreparties de ce truc, hein, et que je provoque ma chute et ma déchéance. Tu t'es beaucoup mis en scène, tu as fait beaucoup d'autoportraits. Est-ce qu'on peut parler de ton tatouage qui a été, tu m'as dit, financé? Là, ça c'est un bond dans l'histoire. Là, on vient carrément après les études, après tout le début de ma carrière artistique. Là, c'est loin. Le tatouage, il date de 2011. Le tatouage, ça n'a pas été fait sur un coup de tête, une soirée de beuverie. Non, j'étais invité pour une expo, l'expo Médusine, dont vous avez vu les images au début. Hein. Et du coup, lorsqu'il fallait budgéter le projet, j'avais prévu ma tête tatouée pour en faire des œuvres, notamment la faire imprimer sur une montgolfière destinée à s'envoler au-dessus du centre d'art, comme ça, comme si un œuf Fabergé décollait comme ça vers les sphères, les hautes sphères. Non, on peut voir un de tes visuels de l'expo Médusine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont tu construis tes images, la manière dont tu les réalises? Je suis plutôt un de ces artistes qui va puiser dans ma vie personnelle parce que le monde qui m'entoure m'effraie tellement et dès que je mets le pied dans la réalité, je perds mes
mes moyens artistiques. Donc j'ai besoin de me bâtir ce monde, j'ai besoin de me construire un univers parallèle, des mythologies personnelles pour avancer, car si je ne parlais que de la réalité, ça deviendrait vite très chiant. Et je mélange, par contre, je suis témoin quand même de mon siècle, comme tous les artistes. Et je m'inspire de la vie. En fait, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'ai tellement fréquenté les vernissages, les mondanités, là où il fallait être. Parce que quand on est artiste, quand on sort des Beaux-Arts, évidemment, il faut un temps pour la création, mais il faut aussi un temps pour se promouvoir, pour se montrer, pour montrer qu'on existe, pour fréquenter les milieux qu'il faut fréquenter, aller lécher les bottes des personnes mais ça je le faisais pas, j'étais pas très doué là-dedans, et ça m'avait vite gonflé le milieu branchouille, branletteux, un télo, même si j'ai des choses sensées à raconter sur mon travail, c'est pas juste des belles images. Et là du coup j'ai tellement fréquenté ce monde-là en début de carrière et je passais tellement de temps derrière mon écran où c'était ma vie, mon œuvre, quoi. Il n'y avait rien d'autre. J'étais un moine reclus et les seuls moments de détente que je pouvais m'accorder, c'était plus sortir dans les vernissages, ce n'était plus fréquenter les jeunes qui avaient le même intérêt que moi pour l'art, pour me retrouver encore à parler d'art et qui connaîtraient le plus de références. Je m'en bats les burettes. Et du coup, j'ai décidé, pour ces seuls moments de détente pour lesquels je pouvais souffler un peu, j'ai décidé de m'entourer de mes opposés, de mes antipodes. Et c'est comme ça que j'ai commencé, via les réseaux sociaux, à faire du casting sauvage sur les réseaux pour aborder plus des bad boys, des gars des cités, mes opposés, quoi, en fait. Le genre de mec qui, me croisant dans la rue, si je l'aborde, est-ce que tu veux poser pour moi, me donnerait une tête carrée. C'est ce genre de personnes que je voulais fréquenter et qui sont devenus mes amis. J'ai fait de très, très belles rencontres et j'en ai fait même une muse. Mehdi, que vous avez vu au début de la conférence, c'est devenu ma muse. J'habitais dans le sud de la France, lui habitait à Paris. J'ai trouvé à l'époque sur Skyrock Rencontre, ça ne doit plus exister ce truc-là, mais ça me servait de base de données pour quand je voyais une tronche, quand je l'ai vu, lui c'est un pharaon. Lui, c'est Ramsès. Et puis, c'était bien avant le terme du selfie. C'était l'inventeur même de la position selfie, comme ça. Ce geste-là, qui est devenu tellement courant aujourd'hui. Mais à l'époque où je l'ai abordé, c'était en 2008, ça existait déjà, mais le mot n'existait même pas. Et quand je le voyais, il y avait une base, une banque d'images de lui, comme ça, dans tous les lieux. Et je me dis, mais il est encore plus narcissique que moi. C'est lui qu'il me faut. Il faut que j'aborde ce jeune lascar de banlieue parisienne qui vient chez moi. Et il est venu juste pour un shooting au départ. Et il devait rester une journée, il est resté 5 jours, on est devenus les meilleurs amis du monde. Et je lui ai consacré trois expos. Il y a une très grande amitié qui est... En fait, c'est ça l'art, il y a une vie après, il y a une vie après l'œuvre. On s'est rencontrés d'abord pour des photos, mais pour moi, l'art, c'est tout ce que ça crée autour, toute l'existence qui découle de la base artistique. Et il y a eu des échanges, j'ai découvert son monde, son univers, et lui a découvert le mien, et il y a eu des échanges, de vrais échanges. Et j'ai énormément appris avec lui, et lui aussi, et il s'est ouvert au plaisir de la découverte de l'art contemporain. Et il venait dans les vernissages d'art contemporain avec moi, et s'est même mis à vouloir tenter une école de théâtre. Et il a été pris le jour des auditions comme ça, parce qu'il a raconté simplement notre histoire qui ressemblait un peu à l'histoire du portrait de Dorian Gray, quoi.
C'est juste une amitié. Il n'y a jamais eu d'histoire autre avec ce personnage. Hein. C'est juste resté une très forte amitié comme ça. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et du coup, voilà, très vite, pendant mes études, j'ai commencé ma vie d'artiste, en fait. Pendant les grandes vacances, je préparais la rentrée parce que à l'époque, les outils vidéo n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui. Donc, j'ai eu un caméscope que ma grand-mère m'a offert. Et pendant les vacances, je faisais un tournage avec mes potes sur les terres de la presqu'île de Ruisse, comme ça. Et dès la rentrée, j'avais des rushs que je pouvais commencer à monter. Et dès la rentrée, j'étais le premier à investir les bancs de montage à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Je ne perdais pas mon temps. Et du coup, le restant de l'année, je pouvais développer cette bande-annonce de carrière artistique où je jouais l'artiste accompli, l'artiste qui avait réussi une carrière en faisant croire. Et du coup, ça a marché. J'ai fait des faux concerts, j'ai fait des fausses arrivées de stars, comme je disais. Et du coup, la responsable art plastique au lieu unique à l'époque, la scène nationale nantaise, est venue me voir. J'étais en 5e année, je préparais mon diplôme. Elle me dit: Cédric, l'année prochaine, on organise un nouveau festival qui s'appelle Festival à la fin de siècle. Tous les ans, on invite une ville du monde qui vient avec des artistes. Et là, l'année prochaine, on invite New York. On invite 200 artistes new-yorkais et quelques artistes nantais qui tiennent sur les doigts d'une main, un photographe, une styliste, et toi, entre autres. Et j'étais encore étudiant, que je savais que dès mon diplôme passé, j'avais les 2 pieds dans le plat pour préparer cette chose qui avait lieu en décembre. J'avais une petite aide financière pour préparer ce truc-là. Et ça m'a permis de monter un dossier comme quoi j'avais directement enchaîné après mes études. Et j'ai été pris ensuite en résidence d'artiste dans un château sur la Côte d'Azur pendant 3 mois. J'étais avec le prix Nobel de littérature 2001, alors que je sortais juste des Beaux-Arts comme ça, nourri, logé. Et du coup, j'ai pu faire un CV avec toutes les expos que j'avais commencé avant de sortir de l'école des Beaux-Arts. Et du coup, j'ai pu être pris en post-diplôme à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Alors à l'époque, il y avait Marseille, il y avait Nantes, Lyon, Paris, Saint-Étienne. Il n'y avait pas toutes les écoles d'art en France qui faisaient ça. Il y avait donc beaucoup d'étudiants qui rêvaient d'être pris en post-diplôme parce qu'il y avait une bourse d'aide à la création, logé, et il y avait des centaines de candidatures. Au moment où on m'avait dit qu'il y avait 500 candidatures à Marseille pour 8 places. Et j'avais eu le plaisir d'être pris là-bas. Et donc, tout s'est enchaîné comme ça. Pendant 1 an, j'ai préparé l'expo du post-diplôme avec un catalogue qui sortait à la fin. Et j'ai pu faire un parcours dans les musées de Marseille, où j'envahissais les musées de Marseille, musée d'art contemporain, palais des Beaux-Arts de Marseille. Ça devenait Tanguyland. Et je faisais des performances comme ça. Et dans les musées avec des micro-installations un peu foireuses, mais j'ai travaillé beaucoup sur la notion du bric et broc, de l'à peu près, qui part en couille, et du système D. Et c'était un peu ma marque de fabrique, faire croire, mais avec les moyens du bord. Et ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Je me plantais, je me suis 1000 fois grillé les ailes, mais c'est en apprenant en se plantant royalement qu'on apprend. Hein. Et je sais maintenant ce qu'il ne faut pas reproduire. Voilà, et du coup, j'ai enchaîné comme ça les résidences d'artistes. J'étais tout le temps invité dans le sud de la France. Et c'est là, je dis, nul n'est prophète dans son pays. C'est bien quand même un con. Je suis breton, je ne suis jamais invité en résidence d'artiste en Bretagne. C'est toujours dans le sud de la France. C'est bien que j'ai fini par m'installer à Nice. Et j'ai vécu 9 ans à peu près à Nice. Je suis
plus considéré comme un artiste niçois. Quand il y a des expos de groupes comme ça, on m'invite encore, même si j'habite plus à Nice, j'habite à Dieppe maintenant en Normandie. Donc je suis artiste dieppois maintenant, mais je suis encore considéré comme artiste niçois. Parce que j'ai enchaîné les résidences au Centre d'art contemporain du Languedoc-Roussillon à Sète, à Aix-en-Provence, et puis j'ai exposé, j'ai été pris par un galeriste à Bruxelles, l'une des galeries les plus renommées de Belgique, et qui m'a exposé à Rotterdam, en Allemagne, à New York, à Montréal. Et voilà, mes œuvres sont allées un peu loin. Moi, je n'y allais pas forcément à chaque fois. Voilà, j'ai enchaîné comme ça, et c'est vrai que j'ai commencé à vivre de mon art assez rapidement après le diplôme, puisque j'ai été invité à Monaco, au Logoscope, ça s'appelle, qui organise des expos, enfin des performances. Et j'étais invité pour faire une première expo. Et ça avait bien pris. Agnès Roux, qui s'occupe de Logoscope, est une personne admirable, charmante. Je l'embrasse. Et du coup, elle m'a réinvité avec un challenge de réaliser une expo vendue d'avance. Du coup, l'histoire, c'est qu'on a fait une expo qui s'appelait Soirée chez l'ambassadeur, où on a demandé à des monégasques de passer des commandes de portraits by Cédric Tanguy. Et c'est des commandes de portraits de personnages insérés dans des personnages historiques, Napoléon, etc., avec Photoshop. C'était mes débuts sur Photoshop. Et l'expo était vendue d'avance. Du coup, tout ce que j'ai ramassé d'un coup comme ça m'a permis d'ouvrir toutes les paperasseries, maison des artistes, etc. Et puis tout s'est enchaîné. Il y a toujours un effet boule de neige comme ça. Quand tu fais une expo, les gens viennent au vernissage, il y a des commissaires qui sont là, des directeurs de centres. Moi aussi, j'ai un centre, si tu veux venir dans un an, préparer notre expo. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, l'effet boule de neige. C'est ce qui s'est passé pour ton exposition Lieu unique, Tanguy et la biscuiterie. Alors l'exposition Le Tanguy et la biscuiterie, c'est pas venu d'un effet boule de neige par rapport à une autre expo que j'aurais fait ailleurs. J'ai vécu 9 ans à Nantes, donc j'étais connu, mais j'avais quitté Nantes depuis des années. Et donc là, c'était un peu le retour du fils prodigue, où on me rappelait au pays, au lieu unique, et j'avais 1200 mètres carrés pour moi tout seul, avec un budget conséquent pour pouvoir m'éclater. Et du coup, voilà, j'ai préparé cette expo en habitant à Vence. Et j'ai fait un retour sur les terres, comme ça, avec cette expo qui avait attiré du monde. Je crois qu'il y avait 700 personnes le soir du vernissage. Et ils m'ont dit à l'époque que j'avais battu le record du nombre de visiteurs en 1 mois et demi. Depuis 10 ans que le lieu unique existait. J'avais eu 20 000 visiteurs, un truc comme ça. Donc j'étais content. Même le premier week-end de l'expo, c'est la première fois qu'ils avaient eu ce cas de figure-là. Ils ont été obligés de fermer les portes parce qu'il y avait trop de monde pour la sécurité. Du coup, ils avaient prévu un système de barrières pour faire la queue et avec des vidéos pour faire patienter les gens. Et ils n'avaient jamais eu ça avant. Et j'étais fier de l'entendre. J'ai transformé le lieu unique en cour de Versailles presque, en fait. En m'inspirant de l'histoire du lieu aussi, mélangeant l'histoire du lieu avec ma propre histoire. C'était l'ancienne usine des biscuits Lu, qui avait été monopolisée pendant la Première Guerre mondiale pour fabriquer le pain de guerre. Donc c'est une expo qui parlait de toutes les crises dans le monde, les crises alimentaires, les crises sociales. On voyait là une fresque qui illustre un peu la fermeture des usines, alors que c'était une photo à la base
bourgeoise d'époque du 19e siècle, avec les premiers employés de l'usine Lu, que j'ai transformé avec des pancartes non à la fermeture. Et je parlais de la crise alimentaire aussi. C'est pour ça qu'on voit des insectes sur les gâteaux, des insectes morts, parce que dans certains pays d'Asie, pour combler le manque de protéines, on fabrique de la farine avec les insectes. Et du coup, je mettais dans cette vitrine de cabinet de curiosité des insectes avec des corps en biscuits lus, comme ça. Et puis je parlais aussi des problèmes d'émeutes en banlieue à l'époque, où je mélangeais le style de la toile de Jouy, ce dessin du XVIIIe siècle, né un peu avant la Révolution française, à la période rococo-baroque, qui représentait plutôt des séquences, des scènes de vie bucolique. Je les mélangeais avec des scènes d'émeutes en banlieue, comme ça, avec des coups de Karcher et des voitures de police qui flambent, parce que j'avais dessiné cette toile que j'ai fait imprimer sur du tissu pour faire le trône, pour faire la robe de la marquise, où je suis en résine comme ça, pendu comme ça, une espèce d'objet valise qui était à mi-chemin entre le manège, l'ombrelle, quand on était sous le jupon, on voyait comme un dôme, comme si on était dans une église avec des hamburgers qui tombaient du ciel, le pain du ciel, comme ça, avec des lascars qui faisaient des doigts. Le peuple manque de pain, qu'il mange de la brioche au McDo. Et du coup, voilà, je mélangeais tout ça. Et donc, tu as réalisé un film, ton premier film. On va pouvoir regarder la bande-annonce. En fait, donc j'habitais dans le sud et j'étais invité en 2007. Bon, le film date pas de 2007 puisqu'il n'est pas encore sorti. J'étais invité en 2007 au Mois de l'Image, à un festival de photo plasticienne à Dieppe. Je ne savais même pas où c'était Dieppe sur la carte. Et donc j'y suis allé. Et à l'époque, un jeune qui était au vernissage m'a dit j'adore ton boulot, tout ça. Ok. Et quelques mois après, il me rappelle, je suis au festival de Cannes. On peut se voir parce qu'il savait que j'habitais dans le sud. Je pourrais te montrer un petit court-métrage que j'ai fait à l'âge de 18 ans. Enfin, à 17 ans, j'avais menti sur mon âge pour avoir les subventions du Pôle Image Haute-Normandie. Et effectivement, il avait fait un film avec une vraie équipe, avec un acteur des Chiens, Olivier Saladin, tout ça. Et il me dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on fasse plus connaissance. Et en fait, à l'âge de 19 ans, il fondait un festival de cinéma à Dieppe. Et il m'a invité en 2010 à être président du jury auprès de Claude Pinoteau, enfin bref, des gens du cinéma. Et du coup, en 2012, il me dit, la dame qui t'a invité en 2007 prend sa retraite. Et moi, je suis président d'un lieu à Dieppe. Est-ce que tu veux prendre sa place en tant que médiateur culturel, organiser des expos? Alors, moi, je suis artiste, j'ai jamais travaillé pour un patron, mais bon, c'est vrai que la vie d'artiste, il y a les hauts, il y a les bas, il y a le stress. C'est pas des salaires qui tombent à la fin de chaque mois, c'est en fonction des ventes. Et ce stress-là, il est évident, il sera toujours là, probablement. Rien n'est acquis, rien n'est gravé dans le marbre. Et du coup, je me dis, je vais essayer une vie de salarié, on va voir, j'ai tenté. Donc, j'ai quitté le Sud pour ça. Et j'ai essayé, j'ai pas tenu plus de 2 ans et demi puisque je mettais en danger ma carrière artistique. Et dès l'instant où j'ai pris la décision d'arrêter ce travail, c'est là qu'est tombé du ciel le projet d'un long métrage. Et parce que j'avais dit avant à Nicolas Bélenchambre, je lui ai dit, je viens à Dieppe, ok, pour ce truc-là, mais comme on traîne beaucoup avec les gens du cinéma, moi, mon rêve, c'est quand même de réaliser un long métrage depuis gosse. Et c'est un peu ton rêve aussi. Donc, on fera un film ensemble si je viens. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Une mécène qui est fan de mon travail et qui est fan de l'enthousiasme de Nicolas à créer des événements comme ça, culturels à Dieppe, nous avait pris en 2015 un billet d'avion pour Montréal, fin 2015. Vous allez à Montréal dans 2 mois. Pour le Festival du film de Montréal, pour trouver des invités pour le prochain festival.
Et toi, Cédric, prends ton appareil photo, tu feras des images, parce que j'étais directeur artistique, je m'occupais de mettre en scène la cérémonie d'ouverture, de clôture, de faire des petits teasers pour annoncer le festival, avec les moyens du bord. Hein. Et du coup, on me dit, ah, tu prends ton appareil photo et tu fais des plans pour un petit film d'ouverture pour le prochain festival. Alors je lui dis, j'ai encore passé du temps à faire une petite vidéo qui sera vue juste un soir par une salle comble peut-être, mais qui aura peut-être 400 vues sur Internet. C'est beaucoup de travail et de temps, d'argent pour quelque chose qui sera vu qu'une fois. Autant faire un long métrage, hein, s'il faut utiliser de l'argent. Eh bien, faites le long métrage. Donc c'est ce qu'on va regarder. On disait ça pour rire. Faites le long métrage. Je vais essayer de trouver les moyens. Et donc, c'est pas un film qui a été fait en bonne et due forme avec les subventions CNC, etc. C'est pas un film qui a été fait dans les règles de l'art. D'habitude, un film, ça prend du temps à l'écriture. Là, on savait que dans 2 mois, il fallait commencer à tourner un long métrage qui n'était pas encore écrit. On a 2 mois pour écrire un film, trouver les lieux, trouver les acteurs, trouver les décors, les costumes, monter une équipe de tournage. Chose impossible si on veut faire les choses bien dans les règles de l'art avec les vrais systèmes, parce qu'aujourd'hui faire un film c'est des mois d'écriture, ça peut prendre je voyais Stéphane Funkinos qui disait qu'il avait mis 3 ans à écrire un film avec son frère Jalouse, qui apparaît d'ailleurs dans notre film. Et il faut passer devant des comités de sélection, de lecture de scénarios qui disent il faut changer ci, changer ça. Nous on a fait les choses à l'envers. On a écrit une histoire en 2 semaines. On n'a pas de vrai scénario. C'est un canevas de séquences. Et advienne que pourra. C'est juste après que ça a été le sens contraire. D'habitude, un film met beaucoup de temps à se préparer, à se lancer. Et une fois que les fonds sont là, ça va vite. La post-prod suit. Nous, non. Ça a été après le tournage où ça a été très long pour trouver les moyens de post-prod. Mais on a des producteurs fous qui nous ont pris, qui ont vu notre ours, notre pré-montage et qui, en voyant ça, on veut produire ce film, on veut le post-produire, des idées, donc pris des risques. Voilà, le résultat. On va regarder la bande-annonce. Un road movie western social contemporain. 1, et 2, et 3, et 4. Ah ouais, mais c'est le trou du cul du monde ici, hein. Le groupe s'est cotisé pour vous offrir un voyage pour le Canada. Eh ben voilà, on y est. Se croirait dans mon salon. Je suis à l'école d'art de Lethbridge et je prends des photos avec ma maman, elle pose pour moi. La lumière, elle est merveilleuse. Non, c'est moi qui est merveilleuse, tu te gourres. Attends, c'est moche, t'as pas fini ta période gothique ou quoi, ce gros bazar? Hey, please. You're looking for something. Funéraire. Oh. Tu sens pas cette énergie? Tu sais, les arbres se nourrissent du soleil jusqu'à la racine. Quand on coupe l'arbre, les autres le sentent aussi. Alors, on va peut-être conclure sur les questions, si vous en avez. Je vous écoute. Oui. Alors, les acteurs. Pour les acteurs, c'est ça la question ? Alors, les acteurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'idée du film est venue sur la route. Donc, c'était en fin décembre. On savait qu'on avait 2 mois pour faire un film. Donc on ne savait pas trop. D'abord, on était parti sur l'idée des Inuits tournés dans le Grand Nord, mais bon, on a eu un peu peur d'avoir trop froid. Du coup, l'idée, c'est que
la première image du film, elle est venue sur la route. On était invités en fin décembre au Festival des Arcs dans les Alpes, festival de films européen, et je roulais comme ça et avec Nicolas, et le fait de rouler, de traverser la France comme ça, m'a fait rappeler à une image que j'avais vue peut-être 10 ans auparavant, où j'allais souvent, de temps en temps, voir mes parents en Bretagne du Sud, et j'avais vu une image, une fraction de seconde, comme ça, une personne âgée au bord de l'autoroute, sur une route parallèle, comme ça, qui réajustait une couronne sur une croix, comme ça. Et cette vision d'une fraction de seconde m'avait fait poser plein de questions. Qui cette personne a-t-elle perdu? Dans quelles conditions? Est-ce qu'elle revient ici souvent? Qu'est-ce qui se passe autour de cette croix? Et je me disais, c'est peut-être un bon début de film. C'est une belle image, en tout cas. Et c'est le fait de rouler qui m'a reconduit vers cette image. Et du coup, très vite est partie l'idée d'une femme, la soixantaine, qu'on voulait appeler Gisèle. Et en fait, en arrivant au festival, on a assisté à l'avant-première du film Discount, avec Corinne Maziero. Et dans les personnages de Discount, il y avait notre Gisèle. On s'est regardé, c'est elle, notre Gisèle. Elle a un tout petit rôle avec quelques répliques. Elle joue cette femme, on la voit dans le film Les Invisibles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Julien Petit, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, toujours avec Corinne Maziero. Et du coup, quand on s'est regardé, on s'est dit, c'est elle, notre Gisèle. Il faut qu'on voit au générique qui est cette figure, cette silhouette dans le film. Donc on a regardé, on a cherché sur Facebook. Et dans notre histoire, on s'était dit, il faudrait que ce soit une personne qui soit passionnée de dance country. Et on l'imaginait comme ça, une femme dans un club de country. Et quand on est arrivé sur son Facebook, la photo de profil, c'était notre Gisèle avec son chapeau de cow-boy, parce qu'elle est dans un club de country à Tourcoing. On ne pouvait pas trouver mieux. Et dans l'histoire, comme il fallait écrire dans l'urgence, donc on n'allait pas puiser très loin, on puisait avec notre vécu, on s'inspirait de notre vie. Donc j'imaginais que cette Gisèle avait une fille un peu barrée, un peu romantico-dark, un peu qui sortait d'une école d'art en fait dans l'histoire. Et du coup, il fallait trouver une jeune qui sortait d'une école d'art, en fait, dans l'esprit. Et il s'avère que à Dieppe, je connaissais le frère de Miss Ming, Candy Ming, qui joue dans Mammouth auprès de Gérard Depardieu, qui a joué qui a joué le rôle principal dans le film Henri de Yolande Moreau, et qui a joué dans plusieurs films de Lépine et Kervern et Grolandais. Et donc, on a pu, dans l'urgence, comme ça, avoir son numéro de téléphone via son frère, où je lui ai dit, il nous faut une jeune qui joue le rôle d'une étudiante d'art. Ah ben ça tombe bien, je sors d'une école d'art, d'une école d'un master art plastique et tout. Elle parle comme ça, elle a une voix très enfantine, comme ça, et un peu barrée, quoi. Et je dis, bon, c'est elle est totalement dans la peau du personnage que l'on imagine aussi. Et on avait un troisième personnage, c'était un Amérindien. On voulait trouver un Amérindien qui parle français. Et via Facebook, on a réussi à trouver un Amérindien qui parle français, qui est acteur, artiste, qui peint, qui fait des performances. Et dans l'histoire, on voulait un Amérindien qui ne soit pas dans les clichés de ce qu'attendait Gisèle. En allant au Canada, elle voulait trouver un Amérindien, parce que Gisèle, c'est décoré très kitsch, comme ça, clair de lune, loup. Et du coup, dans notre histoire, on voulait un Amérindien qui soit passionné par la peinture romantique allemande, Caspar David Friedrich, et qui soit un intellectuel, presque comme ça. Et il s'avère que Jacques rentrait bien dans ce personnage-là aussi. Et il a accepté. Voilà. Il y avait une autre question. Ah, comment on a réussi à les convaincre? Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. On leur a dit, c'est dans un mois. Dans un mois, on est au Canada. Donc, Marianne Garcia, qui joue notre Gisèle, n'avait pas encore vraiment d'expérience dans le cinéma. Elle avait participé
à ce premier film Discount. Et depuis, ça s'enchaîne pour elle. Elle vient de terminer plusieurs tournages. L'idée de partir au Canada, comme ça, même si c'était avec très peu de moyens, pour quelqu'un qui a 60 ans, qui a des rêves aussi de cinéma, mais qui ne peut pas forcément les aboutir, c'est difficile de dire non. Miss Ming, Candy Ming aussi a été très vite emballée par l'histoire et n'a pas réfléchi longtemps pour dire « je viens aussi ». Ça s'est fait naturellement, comme ça, très, très rapidement. Et puis, on a eu toute une équipe. Le fait de partir au Canada pendant un mois, dans des décors de l'Ouest, en Alberta, jouer dans des décors de western. On a pu louer des anciens villages de western qui ne servent plus, qui sont complètement délabrés. Et c'est une magie aussi. Donc, c'est ça aussi le problème de notre film, c'est qu'on a eu toute une équipe qui est venue avec nous, qu'on a monté comme ça, venant de Dieppe et de Paris. On a un chef-op qui travaille à Lyon, qui a une boîte de prod composite et qui est déjà, lui, très doué parce qu'il participe au concours de film en 24 heures ou 48 heures et il a très souvent gagné jusqu'à la finale à Atlanta aux États-Unis. Donc on avait une première assistante réelle qui était aussi habituée à son métier, mais elle est un preneur son aussi, les gros postes comme ça, le script qui venait du Québec. Donc les gros postes, c'était des pros, mais le reste, c'était des gens qui étaient plus motivés pour participer à l'aventure. Et du coup, ça ne les dérangeait pas de venir, même s'il n'y avait pas de budget. On leur payait le voyage, on les nourrissait, on les logeait pendant un mois. Et c'est ça le problème pour la vie de notre film, c'est que comme on n'a pas pu payer tout le monde, il y a une loi qui fait qu'on a l'agrément du CNC si tous les postes ont été payés avec fiche à l'appui, fiche de salaire. Et comme on n'a pas ça, c'est un gros problème pour obtenir l'agrément du CNC, parce que sans l'agrément du CNC, notre film ne peut pas être pris par les distributeurs qui ne peuvent pas les proposer aux exploitants. Je suis désolée, on va devoir conclure. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une remarque Un dernier conseil pour les étudiants en école comme ça, c'est dès les études, commencer les projets, ne pas se dire, c'est commencer sa vie d'artiste dès maintenant, quoi, et péter plus haut que son cul dès maintenant, même si la chute sera plus dure à la sortie. Pour prendre de l'avance, parce qu'après ça va très vite et quand on sort de l'école, les découragements peuvent venir très vite. Au bout d'un an, quand rien ne vient, on est obligé de trouver un boulot normal pour subvenir à ses besoins, et c'est quand on trouve un boulot normal qu'on est pris par les tourments de la vie et qu'on a pu forcément, après l'énergie créatrice qui est souillée par les problèmes du quotidien. J'ai eu cette chance de ne pas me retrouver dans ce cas de figure du trou au départ. C'est surtout au départ, quoi. Il y avait des moyennes qui étaient données à l'époque où j'étais étudiant. Les pourcentages de réussite, au bout de 15 ans après le diplôme, de vivre de son art, c'était 1%, à la sortie des Beaux-Arts. Merci Cédric. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence.